7h-9h, les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Jonathan Coe, vous êtes romancier et vous publiez Le cœur de l'Angleterre, un roman traduit de l'anglais par José Camoun aux éditions Gallimard. C'est un roman à la fois drôle et mélancolique. Le cœur de l'Angleterre s'inscrit dans une vaste fresque familiale que vous dépeignez. Là, en l'occurrence, cette fresque, elle part de 2010. Vous racontez cette décennie. On y suit Benjamin Trotter, devenu écrivain, sa famille, son entourage, qui vont se confronter aux prémices du Brexit, au référendum et à ses conséquences. Vous entremêlez les intrigues fictionnelles avec une méditation socio-politique où il est question des causes profonde et psychologique du vote Leave qui s'est imposé lors de ce fatidique référendum du 23 juin 2016. Jonathan Coe, il y a ce roman, il y a cette fiction et puis il y a la réalité dont on parle depuis quelques minutes maintenant avec Boris Johnson qui fait la une de quasiment tous les journaux français. Comment fait-on lorsqu'on est romancier et qu'on a un personnage comme Boris Johnson en face de soi ? Yeah, it's a very surreal moment for me to be in France for 4 days and to C'est un moment extrêmement important pour moi d'être en France pendant ces 4 jours et d'entendre ces choses extraordinaires qui se passent dans mon pays, d'entendre et de voir que Boris Johnson est à la une de tous les journaux et que la Cour suprême a dit qu'il avait agi de façon illégale en suspendant le Parlement. Le défi pour moi en tant qu'écrivain est de refléter la réalité est de plus en plus dure parce que la réalité britannique, véritablement, c'est une spirale qui échappe à tout contrôle et qui prend des directions qu'il est impossible de prédire. Johnson n'est pas un personnage important de mon livre, mais il est mentionné à plusieurs reprises. Le héros du livre, Benjamin Trotter, est un écrivain des années 70, en fait, et prof, et il remarque une jeune femme qui est là pour étudier les classiques à Oxford. Pas une jeune femme, pardon, c'est un jeune garçon. Et il se rend compte que c'est Boris Johnson, voilà. Et il ne parle pas à Benjamin parce que Trotter vient d'une école classique, mais Boris Johnson vient de Eton, ce qu'on appelle les public schools en Angleterre, les publics pour les écoles pour les gens de la classe supérieure, et donc ils ne se parlent pas. Et je regarde ce qui se passe dans une région, la région de Birmingham, et comment les gens vont voter pour ou contre le Brexit. En fait, ce qui se passe en réalité, c'est vraiment très très bizarre et très très compliqué pour qu'on puisse le décrire dans un roman. Mais c'est quand même ce que vous avez fait, et vous qui avez le regard du romancier, un romancier dont le caractère satirique est accusé, puisque ça fait plusieurs romans où la veine de la satire sociale est particulièrement prégnante sous votre plume, Jonathan Coe. Comment vous allez faire avec des personnages qui sont, comment dirais-je, aussi hauts en couleur que Boris Johnson, avec également des événements qui sont quasiment difficiles à imaginer dans une fiction, même s'ils se déroulent aujourd'hui dans la réalité? Tout ce que je peux dire, c'est que Le cœur de l'Angleterre, c'est le 3e volume d'une série. Il faut que je réfléchisse à un volume 4, un 4e tome, parce que en septembre de l'an dernier, c'était un moment de l'histoire britannique qui semble être maintenant déjà de l'histoire ancienne. Personne ne parle plus de Theresa May et tout le monde a oublié qu'elle a essayé pendant 2 ou 3 ans de poursuivre cette idée impossible d'un accord avec l'Union européenne qui serait acceptable à toutes les ailes de son parti et aux autres partis aussi, au Royaume-Uni, et qui satisferait les exigences du public pour un Brexit. Elle a trouvé un accord, elle l'a présenté au Parlement, et ce que fait Boris Johnson, c'est de
vraiment de mettre tout le monde au bord du siège, de mettre cette date limite du 31 octobre, et tout le pays est dans un état d'anxiété, de mystification, parce que va-t-il se passer dans 5-6 semaines d'aujourd'hui? Que va-t-il faire s'il n'y a véritablement aucun accord? Comment s'est imposée à vous l'idée, Jonathan Coe, de mettre ces personnages qu'on suit sur fond de Brexit? Y avait-il le projet de faire un roman sur le Brexit ou bien tout simplement de suivre ces personnages? Le point de départ du roman, c'était les personnages. Le désir de revoir ces gens que j'avais décrits il y a 15-20 ans et de voir comment ils se mesuraient à la vie du milieu de la vie, en fait, à 50 ans. Mais en fait, j'ai voulu écrire une histoire un petit peu plus vaste, de les mettre véritablement dans un décor un petit peu plus important que le décor de la vraie vie. Et le Brexit, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'histoire du Royaume-Uni depuis 8-9 ans. Alors justement, il y a deux échelles de temps chez Jonathan Coe, chez vous. Il y a ou bien la possibilité de prendre le début du cœur de l'Angleterre 2010 et de considérer que le Brexit, c'est une tragédie qui a commencé en 2010, ou bien peut-être de prendre une autre date, par exemple 1979, mai 1979, la victoire de Margaret Thatcher. Si vous voulez remonter aux origines du Brexit, en fait, c'est sans fin les dates qu'on peut choisir. Et on peut remonter vraiment dans le passé. Les gens le comparent aussi parfois à la guerre civile en Angleterre au XVIIe siècle. Mais moi, j'ai choisi 2010, parce que c'est le moment où la Grande-Bretagne a été dirigée par un gouvernement de coalition entre les conservateurs et les libéraux-démocrates. Et pour moi, c'est la première fois que le système politique britannique ne servait plus les besoins du peuple et les désirs du peuple, mais poursuivait un but idéologique. Et c'est ce que l'on découvre encore au Royaume-Uni aujourd'hui. Le Brexit est en train de détruire notre système politique. Le système à deux parties, la façon dont fonctionne le Parlement, ne peut pas se mesurer à cette exigence du public de pouvoir sortir de l'Union européenne. Et on va voir un réalignement, si vous voulez, de tous les partis politiques. Donc on suit dans le cœur de l'Angleterre deux histoires. L'histoire privée des individus. Alors cette histoire, elle est heureuse, elle est parfois malheureuse. Il y a un amour perdu sur lequel l'un des personnages, Benjamin Trotter, écrit. Il y a la possibilité de redécouvrir un nouvel amour. Bref, ce sont les histoires privées. Et puis il y a l'histoire collective de l'Angleterre. Et finalement, cette histoire collective de l'Angleterre, c'est aussi une histoire de désamour, puisque il y a de moins en moins de possibilités pour les Anglais, écrivez-vous Jonathan Coe, d'être unis. C'est-à-dire que tous les liens sont des liens qui posent problème, à la fois les liens amoureux, les liens familiaux, et aussi les liens collectifs, les liens nationaux. End of love. J'ai toujours été attiré en tant qu'écrivain et en tant que lecteur à des romans qui mélangent les narratifs et les récits publics et privés. Je crois que la politique est inévitable. Même si on voulait l'éviter, la politique infiltre tous les aspects de notre vie. Mais c'est aussi un livre au sujet de l'amour et de la nostalgie. Benjamin Trotter, mon héros, a été la victime, prisonnier
d'une obsession amoureuse quasiment toute sa vie. Et je prends la décision, tout à fait au début du livre, que j'allais le libérer de cette obsession. Le but de l'objet de son adoration, de son amour, quitte le pays et ne la voit plus jamais. Il se sent libre, il se sent plus à l'aise avec lui-même parce qu'il est capable désormais de vivre dans le présent. Et la nostalgie est une force extrêmement puissante, pas seulement dans nos vies privées, mais dans la vie publique aussi. Regardez les slogans qui ont mené la campagne pour le Brexit. Ce n'était pas « prenez le contrôle », mais « reprenez le contrôle ». Et ça désignait un passé, une période imaginaire où le Royaume-Uni était plus en contrôle de son destin et ne dépendait plus de ses partenaires européens. Même chose avec Trump. Il ne promet pas de rendre l'Amérique grande, mais de redonner sa grandeur à l'Amérique. La nostalgie, les politiciens se sont rendus compte que la nostalgie jouait une partie importante dans la vie des gens. Et c'est devenu une arme très forte dans les mains des populistes. Mais alors, étonnamment, cette nostalgie, elle ne permet pas du tout aux familles que vous décrivez et surtout aux pays que vous décrivez de rester unis. C'est même d'ailleurs une cause de désunion finalement. Vous racontez un amour malheureux pour le pays ou un amour malheureux tout court. Jonathan Coe. Les mémoires de chacun sont différentes. Si vous promettez de ramener un pays vers une période imaginaire où tout le monde était uni, où tout était glorieux, eh bien, chaque personne a une idée différente de l'époque et de la façon dont c'était. Et c'est les différents arguments au sujet de ce que devrait être cette chose-là qui déchirent les gens dans le cas du Royaume-Uni et dans le cas du Brexit. C'est devenu quelque chose de très amer et très violent. On voit une violence et une colère énorme dans le discours public. Le public, la presse s'accusent d'être des traîtres, des ennemis du peuple. Ces espaces de contestation sont devenus excessivement violents. Vous racontez la métamorphose de l'Angleterre, alors à la fois dans votre ville natale, puisque vous êtes né à Birmingham, autrement dit l'un des sièges de l'Angleterre industrielle qui s'est beaucoup métamorphosée du fait d'abord de la désindustrialisation et du fait de la gentrification. Londres également qui s'est métamorphosée. J'ai cité un extrait du Cœur de l'Angleterre tout à l'heure, Jonathan Coe, où il est question du Londres qui était jadis populaire et qui aujourd'hui est devenu hors de prix. Vous insistez d'ailleurs sur le prix de l'immobilier qui rend la spécificité de Londres, la population de Londres particulièrement détachée du reste de l'Angleterre. Le Brexit a divisé le Royaume-Uni selon différentes lignes de fracture. Une fracture de génération, parce que c'est la génération la plus âgée qui a voté en faveur du Brexit. Et les jeunes ont choisi plutôt de rester. Mais c'est aussi une division géographique entre les lieux où vivent les gens. Londres, les Londoniens qui ont voté en faveur de l'Union européenne, à 70-75% je pense. Et pourtant, la zone que moi j'appelle le Middle England, l'Angleterre du milieu, les villes de province, ce ne sont pas des villes pauvres, pas du tout. Souvent des gens de la classe moyenne, des gens qui ont une vie plutôt prospère, ont voté à la grande majorité en faveur du Brexit. Et comme quelqu'un qui a vécu à Londres depuis plus de 30 ans et se considère comme un Londonien, et aussi quelqu'un qui a grandi en province, comme moi-même, au cœur de cette Angleterre régionale, eh bien je pense que ce sont deux pays différents. J'ai cru que je pouvais écrire de chacun de ces points de vue-là. Qu'est-ce qui sépare justement ces deux pays? Alors, vous soulignez encore une fois les inégalités profondes
qui sépare ces deux Angleterres. Qu'est-ce que ça suscite chez vos personnages et dans ce pays tel que vous le découvrez ou tel que vous le connaissez aujourd'hui, Jonathan Coe? I think, the Brexit vote, le vote sur le Brexit, which seemed on the surface and which I think David qui, Cameron à la believed, surface, et c'est ce que croyait David was a Cameron, était simplement une une décision concernant le fait d'être un membre d'un groupe commercial. Et il pensait que cette question serait réglée facilement et ne toucherait pas véritablement les gens. Mais en fait, c'est une question qui a touché une corde très sensible chez les gens, à leur identité, l'identité nationale, leur sentiment d'appartenance à un pays et le sentiment de ce qu'ils souhaitaient que leur pays devienne ou soit. Et ça a révélé une très grande division chez les gens, entre ceux qui étaient ouverts au reste du monde, qui reconnaissaient l'interconnexion entre les pays au XXIe siècle, et des gens qui, au contraire, voulaient une société plus fermée, qui voulaient remonter les frontières et d'avoir à nouveau un sens d'identité nationale. Et oui, parce que vous racontez par exemple dans le chapitre 20 du cœur de l'Angleterre, vous racontez à quel point David Cameron a fait un pari, un pari qui n'a pas précisément été remporté. Vous décrivez les conversations, les échanges à ce sujet, Jonathan Coe, au sujet du Brexit. Ce qu'il a fait, David Cameron, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore du mécontentement, des mécontentements. Maintenant, il est très difficile de refermer cette boîte et de trouver une solution politique. Je vois entre cela et un parallèle entre le Brexit et le mouvement des Gilets jaunes en France. On en reparlera dans quelques instants. Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, votre roman publié chez Gallimard, traduit par José Camoun, tandis que vous étiez traduit ici et que vous serez traduit par Maître Zlotowski. Vous allez nous expliquer quelle est cette succession de ratés qui a conduit au Brexit. Et puis, vous allez nous parler de choses plus réjouissantes, des paysages anglais que vous décrivez, de Tolkien. Vous appréciez beaucoup Tolkien. Et puis, on écoutera un peu de Downton Abbey, cette série devenue film qui a beaucoup de succès en France. Vous nous expliquerez pourquoi vous, qui êtes un habitué de la satire, et notamment une satire portant sur l'aristocratie britannique. Les Matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 8h22, notre invité Jonathan Coe publie Le cœur de l'Angleterre, un roman traduit de l'anglais par José Camoun. Chez Gallimard, il est question d'une saga familiale. On retrouve certains de vos personnages familiers, Jonathan Coe. Cette fois-ci, l'action débute en 2010 et finalement, c'est l'histoire du Brexit au travers de cette saga familiale que vous nous racontez, avec le Brexit perçu, puisque Frédéric Seyss vient d'évoquer des ratés françaises, le Brexit perçu comme une suite de ratés dans la politique britannique. Comment expliquez-vous cela dans ce roman et pour nos auditeurs, Jonathan Coe? Une des choses les plus frappantes au sujet du Brexit, c'est lorsque le public britannique a dû répondre lors d'une enquête en 2014, quelles étaient leurs inquiétudes principales. Ça a commencé par la santé, l'éducation, l'économie, et notre relation avec l'Europe et l'appartenance à l'Union européenne était au numéro 10 ou 11, c'était vraiment pas une inquiétude britannique. Et pourtant, le génie de la campagne en faveur du Leave, du Brexit, il faut parler d'un individu qui est connu ou peut-être pas par les auditeurs français, Dominic Cummings,
qui était le stratège en chef de la campagne et qui est le stratège chef de Boris Johnson, l'homme qui lui conseille de provoquer le Parlement et de le suspendre. De suspendre le débat sur le Brexit au cours des 15 derniers jours. Mais son coup de génie en 2016 a été de prendre tous les mécontentements, toutes les frustrations de l'Angleterre post-industrielle, de la classe moyenne de l'Angleterre, de les mettre dans un petit sac et de donner aux gens la sensation que la solution à toutes leurs frustrations, c'était quelque chose de très simple, c'était de quitter l'Union européenne. Tout ce qui n'allait pas au sein de la société britannique, eh bien, c'était rejeté sur Bruxelles. Bien sûr, le danger de cette politique, c'est que si nous quittons l'Union européenne, comme Boris Johnson et les autres veulent nous faire faire, eh bien, ces frustrations resteront et les gens vont se rendre compte finalement que ce n'est pas l'Europe le problème. Et ils vont commencer à chercher ailleurs. Bon, mais il y a par exemple dans votre roman une scène rapportée sur la grandeur britannique. C'était la cérémonie pour le point de départ des JO de Londres, avec une cérémonie qui avait été jugée particulièrement réussie. C'était en quelque sorte le point haut, c'est ça aussi, le point de départ du Brexit, selon vous, Jonathan Coe? C'est étonnant à quel point l'histoire et les événements avancent ces jours-ci. Les Jeux olympiques de Londres ont eu lieu il y a 7 ans, mais ça semble apparaître à une ère très lointaine de l'histoire britannique. J'ai une mémoire extrêmement précise et forte d'un sentiment de ce soir-là, un sentiment inhabituel, un sentiment d'unité nationale, un sentiment d'identité nationale qui était inattendu et avec beaucoup d'énergie et vraiment dynamisant. Et je voulais que ça soit une séquence de mon roman, une scène clé où tous ces personnages désespérés de classes différentes, de différents endroits, d'ethnies différentes, se retrouvaient à regarder leur télé à travers le pays, à regarder cette cérémonie d'ouverture et réagissant de façon différente. Le personnage avec lequel je m'identifie dans ce chapitre, c'est Doug, qui est un journaliste de gauche, un commentateur politique, et il s'assoit pour regarder cette cérémonie d'ouverture, très sceptique. Le sport ne l'intéresse pas, ce n'est pas le genre de spectacle qui l'intéresse. Il s'attend à voir beaucoup d'athlètes défiler en rond. Et à la place, il a cette séquence extrêmement éclectique, extrêmement excentrique, ce spectacle conçu par Danny Boyle, qui est un réalisateur de cinéma, qui crée une histoire alternative au cours des derniers siècles de la Grande-Bretagne, l'histoire industrielle, la création du service de santé national, et qui déploie les symboles culturels britanniques. Il y a Mr. Bean qui apparaît, James Bond qui se lance en parachute avec la reine sautant d'un hélicoptère. Et les gens qui regardent ça, y compris moi-même, nous avions été totalement étonnés et fiers. On a senti une part de patriotisme dans la création de cette nation tellement inhabituelle. Et bien sûr, des spectacles tels que celui-là ne sont malheureusement que des fictions. Et en 2011, il y avait eu des émeutes à Londres et à Birmingham. La Grande-Bretagne n'était pas un pays à l'aise avec soi-même. Et pendant
soirée-là seulement, nous avons senti un sentiment d'unité et de fierté nationale. Et je voulais que ce roman décrive le processus par lequel nous sommes passés. Nous avons progressé ou régressé de ce moment-là vers 2012, vers le vote en 2016 et désormais le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et oui, parce qu'en fait, c'est compliqué de retrouver le sens de tous ces fils. Il y a 2012, alors le moment de fierté nationale où le journaliste Doug explique qu'il finit par regarder cette cérémonie avec, je vous cite, une admiration croissante qui frôla bientôt la révérence. Et puis il y a les moments de violence en Grande-Bretagne. Et là aussi, vous les remémorez. Alors, il y a les émeutes de 2011. Ces émeutes, elles suivent la mort d'un homme de 29 ans suspecté d'appartenir à un gang, abattu par la police dans le quartier de Tottenham, un quartier multi-ethnique et plutôt pauvre de Londres. Il y a aussi la mort de la députée travailliste Jo Cox en juin 2016, ce qui témoigne finalement d'un rapport à la violence assez particulier en Angleterre. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui signifie, selon vous, ce rapport à la violence, Jonathan Coe? Lorsque j'écris au sujet de la campagne pour le référendum dans ce roman, ce que les gens ont remarqué, c'est que je ne décris pas la nuit des résultats, ou le jour où les gens vont voter. Je termine le chapitre sur la campagne du référendum une semaine avant le vote, avec la mort de la députée travailliste Jo Cox, assassinée par un terroriste d'extrême droite, alors qu'elle allait tout simplement travailler dans sa circonscription. Et beaucoup de gens se sont sentis très mal à l'aise en raison du ton de la campagne sur le Brexit, qui s'est véritablement concentré sur l'immigration à ce moment-là. Et c'est devenu très violent, très amer dans cette façon de dire. Les passions se sont exacerbées. Le matin où Jo Cox a été assassiné, Nigel Farage et son parti ont dévoilé une affiche montrant des files de gens qui attendaient à la frontière. Et véritablement, la tâche, l'accroche, c'était, voilà, c'est là que ça se produit. Ce qui signifiait que si on reste au sein de l'Union européenne, les portes seraient ouvertes à des flots d'immigration. Et en jouant véritablement sur la corde la plus xénophobe des gens. Et l'assassinat de Jo Cox, c'était une députée qui était en faveur de rester au sein de l'Union européenne. C'était véritablement une indication sur la terrible direction que prenait cette campagne. Il me semblait juste, et une façon d'honorer aussi sa mémoire, de terminer cette partie-là du roman avec sa mort. Mais ça veut dire que le mythe d'une Grande-Bretagne qui serait non violente, avec des policiers qui ne seraient pas armés, est aujourd'hui complètement évaporé. J'entendais par exemple aux informations qu'une femme d'affaires, Gina Miller, qui a fait campagne contre le Brexit, qui s'est très largement engagée pour que le débat ait lieu, et aujourd'hui sous protection, qu'elle est menacée de mort. Bref, cela fait partie aujourd'hui de votre vie politique à vous, Britannique, Jonathan Coe. C'est une des façons dont mon pays a changé au cours des 10-15 dernières années. Ça a toujours été une des choses dont je tirais fierté au sujet du Royaume-Uni. Notre tradition de manifestations politiques et de militantisme politique, eh bien tout cela est en morceaux.
Mais ça a changé grandement autour du référendum. Et ces changements se sont produits principalement dans la langue utilisée, dans le langage. Parce que le discours politique est devenu beaucoup plus violent. Les gens et les journalistes se jettent à la tête des mots comme traître, trahison, et gens comme Gina Miller qui faisait campagne pour que l'état de droit soit maintenu et qu'on suive les procédures politiques et juridiques légales. Eh bien, elle est devenue la cible de ce langage violent qui peut toujours déboucher sur la véritable violence, la violence physique. Et alors, vous expliquez dans votre roman Le cœur de l'Angleterre, Jonathan Coe, comment le Brexit a fracturé les familles, les couples. Alors, vous mettez par exemple en scène la dispute entre Sophie, alors c'est une universitaire londonienne, son mari Ian, qui a, disons, plus l'esprit pratique, une sorte de bon sens populaire, et il critique, je vous cite, cette ère de supériorité morale qui émane de vous en permanence. C'est un peu un couple qui incarne les raisons de la scission nationale. On voit donc ces débats autour du Brexit qui envahissent le quotidien et l'immigration devenir l'un des problèmes cruciaux qui sous-tend le Brexit. Une des premières choses pour le roman, dans mon esprit, c'est un article que j'ai lu dans un journal signé par quelqu'un qui avait commencé à travailler comme un conseiller en faveur du Brexit. C'est-à-dire un conseiller en relations maritales spécialisé sur le Brexit. Et ce que ça crée comme division au sein des couples, couples auxquels ces couples ont été exposés. Je trouvais que c'était une idée comique et absurde, mais intéressante en même temps, parce que ça montrait à quel point, et de façon intime, aujourd'hui, le politique et le personnel sont devenus entremêlés. Je crois que c'est dans les années 60, 1960, que la politique était aussi quelque chose de très personnel. Et on commence à se rendre compte des conséquences. Il est devenu impossible d'avoir une simple discussion au sujet politique avec quelqu'un parce que ce n'est plus du tout quelque chose d'abstrait. On s'occupe de questions fondamentales de l'identité personnelle de chacun. Et quand des gens se sentent défiés dans leurs croyances, ils se sentent attaqués, ils se sentent victimisés. Et c'est la raison pour laquelle Ian commence à accuser sa femme, Sophie, de lui parler sur un ton de supériorité morale. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans la distinction que font les gens entre justement les gens, le peuple, et l'élite. Et oui, ça veut dire qu'en fait, il y a un éclatement des familles suite au Brexit. Alors, par exemple, la famille Trotter, Loïs veut partir dans le sud de la France, Colin a voté pour le livre, et Sophie, donc, elle est enceinte d'un bébé du Brexit. Ce sont des choses qui caractérisent aujourd'hui l'Angleterre, Jonathan Coe. Well, I mean, to me, the best way la meilleure façon, à mon avis, de faire passer aux gens un sentiment, pas simplement de ce qui s'est produit dans la vie nationale et dans l'histoire des 10 dernières années, pas simplement les événements, mais le sentiment de vivre ces événements. Eh bien, c'est de créer des personnages pour décrire la vie et la façon dont les gens l'ont vécu, la comprennent, et d'avoir de l'empathie avec ces gens. Vous dites que mon livre est satirique. Non, c'est beaucoup plus empathique qu'une satire.
Je voulais incarner le point de vue de chacun de ces personnages de façon égale, sans jugement, sans prendre parti. Et je pense à ce livre et à ces deux ouvrages qui l'ont précédé comme une sorte d'histoire de la vie britannique, mais plus important que cela, comme une histoire émotionnelle. Je veux que les gens puissent lire ces livres dans les années à venir et de ne pas simplement lire sur la façon dont ça s'est produit, mais comment on ressentait la vie à cette époque. Alors il y a aussi, il n'y a pas seulement de la violence, des querelles dans ce livre, il y a aussi des évocations des paysages anglais. Il y a l'évocation d'un écrivain britannique qui est probablement l'un des écrivains britanniques contemporains les plus connus au monde, Tolkien, avec des paysages de la comté. Donc ça, c'est le royaume imaginaire des hobbits, mais on se dit qu'il a très largement emprunté aux paysages que vous connaissez bien, par exemple autour de Birmingham, lorsqu'on s'éloigne de la ville industrielle. Tolkien, c'est quelqu'un qui compte pour vous, Jonathan Coe? Ma relation avec Tolkien a changé et évolué au cours des années. Quand j'ai lu Le Hobbit pour la première fois, j'étais très jeune adolescent, 8 ans je crois, et j'étais transporté dans un monde de fantaisie, habité de personnages imaginaires, mais il y a aussi un sentiment très fort de reconnaissance, un sentiment d'être chez soi. Et je me suis rendu compte que ma vie très jeune et la vie de Tolkien étaient en parallèle. Nous sommes allés à la même école à Birmingham. On faisait des promenades familiales dans les mêmes bois, dans les mêmes collines en tant qu'enfant. Et je me suis rendu compte que le paysage qu'il décrivait, dont on parle souvent comme étant un paysage fantastique, mythique, était en fait le véritable paysage des Midlands britanniques. Ce même paysage que moi j'ai toujours décrit dans mes romans. La différence, c'est que moi, je le décris d'un point de vue purement réaliste, et lui, il l'a mythifié. Et il l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus vaste et plus grand. Et puis, il y a une autre évocation à l'Angleterre qui vient à l'esprit. Et je m'en excuse auprès de vous parce que je ne suis pas sûr que cette série ait toute votre approbation. Mais en tout cas, la voilà, on l'aime beaucoup en France, c'est Downton Abbey. 1912, Downton Abbey. C'est le domaine familial des Crowley. Ici, deux univers se côtoient. Bienvenue à Downton. Sans se mélanger. Les plateaux à thé sont prêts? Oui, Madame Patmore. Un monde dans lequel chacun aime, déteste, séduit, trahit. Vous vous habituerez vite à notre façon de faire. Alors, vous n'avez pas vu le film. En revanche, vous connaissez la série, elle est très populaire en France. Vous qui avez écrit sur l'aristocratie britannique, qu'est-ce que ça suscite en vous, Jonathan Coe, le fait que l'Angleterre soit très populaire au travers des séries pour des choses qui ne caractérisent pas nécessairement ce qu'il y a de plus contemporain dans votre pays? J'ai parlé plus tôt avec nostalgie de ce pouvoir de séduction. Et il n'est pas facile de revenir à ce qui était glorieux par le passé. En fait, c'est plus facile de le faire avec cette nostalgie-là que de s'occuper des affaires d'aujourd'hui. Et Downton Abbey, c'est un exemple classique de ce que je vous dis, effectivement. C'est un merveilleux fantasme. Ça ne me surprend pas que ça soit populaire à travers le monde, parce que c'est écrit de façon impeccable, c'est joué fantastiquement bien, les paysages, les intérieurs,
sont tellement beaux, attrayants, mais si quelqu'un croit que c'est un portrait réaliste du Royaume-Uni d'aujourd'hui, ou même du Royaume-Uni du passé, je crains que ce ne soit une grossière erreur. C'est vraiment une fantaisie mythologique ou mythique, tout comme Tolkien. Mais par les temps qui courent, ça ne vous rassure pas d'avoir une reine, Jonathan Coe? J'ai toujours été républicain, j'ai jamais été un grand soutien de la monarchie. Mais à ce moment de l'histoire, dans ce chaos, oui, c'est rassurant d'avoir la reine et la famille royale. C'est une sorte de pont de continuité auquel on peut se rattacher lorsque le reste de la vie politique britannique est en train d'exploser en morceaux. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le Brexit? Vous avez 30 secondes encore, Jonathan Coe. J'ai 30 secondes pour vous dire ce qui va se passer avec le Brexit. Je peux le dire en 5 secondes. Aucune idée. Et personne d'autre n'a une idée à ce sujet. En tout cas, on peut lire Le cœur de l'Angleterre, ce roman que vous publiez, Jonathan Coe, traduit par José Camoun aux éditions Gallimard, tandis que vous étiez traduit ici par Maître Zlotowski.